Oui, donc on a juste été coupé. Donc ici, je vous ai dit, le médicament doit avoir soit une action pharmaco, immuno ou métabolique. Qu'est-ce qui gère tout ça? C'est l'Agence fédérale du médicament et du produit de santé. Donc c'est l'AFMPS. Je répète, l'AFMPS. Quand je vous dis c'est l'AFMPS, c'est l'agence, donc agence entreprise fédérale du gouvernement du médicament et produit de santé. Qu'est-ce que c'est le produit de santé? C'est tout ce qui est hors médicament. Donc les compléments alimentaires, les médicaments à base de plantes, les nutriments et les dispositifs médicaux, bandagisterie, etc. Donc c'est une agence qui s'occupe que de la législation, des autorisations de mise sur le marché, des effets indésirables, de la pharmacovigilance, des tests, des notifications de tout ça. Les notifications, par exemple, vaccin Covid, ça passe par la FMPS. Hein. Donc ça, Madame Billet peut vous expliquer mieux que ça, parce qu'elle y travaille à la FMPS. Donc voilà, c'est beaucoup de législation. Donc, aucun médicament ne peut être commercialisé ou mis sur le marché sans avoir son AMM. Qu'est-ce que c'est un AMM? AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Tout ce qui se vend en pharmacie ou en parapharmacie doit avoir une autorisation de mise sur le marché. On ne peut pas pondre un médicament et le mettre comme ça sans que ça soit contrôlé par la FMPS. Donc tout ce que vous avez en pharmacie a une autorisation de mise sur le marché. Alors, ici, premier point, après la définition, donc le premier point, c'est définition. Deuxième point, c'est développement du médicament. Je vous ai mis 3 petites vidéos, 3 petites capsules qui durent 3 minutes chacune, même pas, qui est extrêmement bien expliqué. Je crois que c'est Bayer ou Biogarant qui a mis ça. Je trouve que c'est super bien expliqué, c'est très intuitif et très facile à retenir. Donc on vous explique vraiment les grosses étapes. Ici, j'ai repris un schéma un peu moins digeste, mais qui permet de récapituler. Ça, par exemple, l'année passée, je l'ai demandé, j'ai effacé quelques points, et alors il fallait compléter le schéma. Dans une autre série, j'avais demandé, expliquez-moi ce que c'est essai clinique phase 2. J'avais demandé, mettez-moi sur le schéma la pharmacovigilance, etc., etc. Donc, en année 0, on a plein de molécules différentes, et les chimistes, et les médecins, les pharmaciens, les biochimistes s'emploient à trouver la meilleure molécule pour la pathologie. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du screening. Vous avez des milliers de cibles, de récepteurs, et vous avez des milliers, des millions de médicaments, et on les fait tourner de manière dans des puits automatiques, de manière presque informatique. On avait ça pour le Covid, donc on avait dans les laboratoires des espèces de comment vous expliquer ça simplement, de mini-éprouvettes avec le Covid, et on faisait passer toute une bibliothèque de PA. Donc on a fait passer des milliers de PA. Et parfois la combinaison fonctionnait. Comme parfois on nous a dit, voilà, la ranitidine, ça sera peut-être le médicament miracle. Ranitidine, c'était un médicament pour l'acidité. Et après qu'on a fait les tests, pas du tout. Un autre médicament, on appelle ça des candidats médicaments. Et donc on essayait, on faisait passer toute la batterie, toute la bibliothèque, jusqu'au moment où il y avait une correspondance. Ou alors il faut en créer des nouvelles. Hein. Donc ça, c'est le tri de millions de médicaments. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, on dépose un brevet. Ça y est, j'ai trouvé la molécule. Je lance le candidat médicament. Il faut savoir que pour toute cette phase de recherche, ça coûte plus ou moins 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est pour ça qu'à certains moments, on ne peut pas copier les médicaments, parce qu'il faut laisser le temps, il faut laisser donc plus ou moins 10 ans à l'entreprise pharmaceutique pour pouvoir ramasser assez de bénéfices pour pouvoir être remboursé. Si on autorise les génériques avant, ça ne fonctionnera pas parce que voilà, ils ne vont pas pouvoir récupérer leurs sous. C'est pour ça qu'il y a un brevet. Vous voyez, 20 ans après la création de la molécule, vous avez expiration du brevet. Donc c'est 20 ans après la création, mais c'est 10 ans après la mise sur le marché.
Donc en fait, un industriel a 10 ans pour rentabiliser. Et au bout de ces 10 ans, donc entre 10 et 20, vous avez 10 ans, vous avez expiration du brevet. Et là, ça tombe dans le domaine public. Et là, à ce moment-là, on peut faire des génériques. La société même peut faire des génériques d'elle-même, hein, pour prendre des parts sur le marché. Donc je reviens. Dépôt du brevet, toxicité aiguë, ben ça c'est vraiment tout ce qui est test sur les animaux, mais en direct, pour voir si c'est toxique. C'est des études assez simples, rapidement, pour voir si la toxicité est vraiment haute. Avant les animaux, on le fait in vivo. Qu'est-ce que c'est in vivo? Ben, on utilise des cellules dans des boîtes de pétri et on regarde un petit peu, on simule. Donc ça reste très de la biologie pure. Et puis seulement après, on teste sur les animaux. Mais d'abord toujours dans les boîtes de pétri, hein, sur des cellules. Donc la pharmacologie, donc on essaye de voir quel est le mode de fonctionnement pharmacologique. Donc la pharmacodynamie, avec les récepteurs, sur quelles molécules, sur quelles cellules ça fonctionne, quelles sont les cascades métaboliques, on trouve la pharmacocinétique, etc., etc. Donc on fait le dossier de la pharmacologie pour voir le comportement du médicament. Ensuite, c'est la toxicité chronique. Donc quelle est la différence entre toxicité aiguë et chronique? C'est une dose en une fois, dans un cours de temps très court. Toxicité chronique, c'est dans un laps de temps assez long. Donc c'est exposé de manière chronique à souvent des plus petites doses pour voir comment réagissent les cellules ou les animaux. Voilà, un médicament en une fois, vous pouvez bien le tolérer, mais si vous le prenez par exemple une fois par semaine, les effets peuvent à ce moment-là se révéler. Donc pharmacologie, donc dossier pharmacologique, toxicité, donc toxicité aiguë, dossier pharmacologique, toxicité chronique. Et puis vous avez les effets les phases 1, 2 et 3 des effets cliniques. Donc les effets cliniques, on commence toujours en phase 1. Ça, vous allez voir sur la vidéo. En phase 1, on fait toujours sur un petit nombre de patients sains. Alors pourquoi sains? Parce qu'on ne va pas faire sur des malades. Donc on va demander à un petit nombre de patients. On fait ça sur des jeunes, généralement en bonne santé. Il y a souvent des annonces, par exemple à Saint-Luc, on fait souvent ça. Donc phase 1. Phase 2, à ce moment-là, on va le faire donc sur des personnes qui sont à ce moment-là plus malades, mais toujours sur un petit nombre. Et en la dernière phase, on fera sur un nombre de patients qui sont beaucoup plus... L'échantillon est beaucoup plus grand et toujours des personnes malades, évidemment, hein. Donc on teste d'abord sur des personnes en bonne santé pour voir un petit peu l'effet, puis sur des personnes en moins bonne santé, mais un petit nombre, pour éviter la cata. Et puis, vous pouvez avoir des bons résultats sur un petit nombre, mais pas sur un grand nombre. Donc la phase 3, c'est sur un grand nombre. Et puis à ce moment-là, vous avez l'autorisation de mise sur le marché, le dossier légal qui est introduit, fixation des prix par la commission, fixation des remboursements avec les entités, les mutuelles, etc. Et puis donc vous avez la pharmacovigilance. Qu'est-ce que c'est la pharmacovigilance? C'est la période de surveillance du médicament. Mais bon, attendez, je reviens juste en arrière pour vous montrer un peu dans le schéma. Une fois que le médicament est autorisé sur le marché, vous avez 2-3 années, grand max. Parfois, ça peut être en quelques mois. C'est possible. Ça dépend. Vous avez vu, par exemple, avec les médicaments Covid, il y a plein d'étapes qui ont sauté. Vous allez me dire, on n'a pas testé. Si toute la phase clinique, etc. a été faite, mais extrêmement rapidement. Il faut savoir que les vaccins Covid existaient déjà avant. Parce que le Covid n'est pas apparu, c'est le Covid-19 évidemment, mais vous avez plein d'autres Covid. Donc il y avait quand même des phases, on connaissait un petit peu le fonctionnement, le dossier pharmacologique, etc. Mais évidemment, ils ont accéléré. Donc, dans les 10 ans de recherche, comme vous voyez, après 10 ans de recherche, là, vous avez l'autorisation de mise sur le marché. Et à partir de ce moment-là, donc vous avez soit quelques mois, voire maximum 2-3 ans de procédure. Et puis, vous avez donc, c'est en pharmacie.
Donc, après 20 ans ou après 10 ans après l'autorisation de mise sur le marché, le brevet expire. Entre ces deux dates-là, vous avez, une fois que le médicament est en pharmacie, donc après la procédure administrative, vous avez ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc notez bien, pharmacovigilance, c'est la période pendant laquelle le médicament est surveillé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on y prête toujours une grande attention. Et dès que le patient se plaint, il peut envoyer un courriel, où avant il y avait un petit papier qui était dans le RCM, ceux qui ont connu ça, le petit papier, le papier jaune, on notifiait tous les effets indésirables. Maintenant, vous allez sur le site de l'agence du médicament, je vous montrerai à l'occasion, et vous avez un onglet « Signaler les effets indésirables ». Donc vous avez les effets signalés, effets indésirables. L'agence du médicament prend ça en compte et fait les recherches. Donc pendant toute une période, le médicament est vraiment surveillé à la loupe. Et on a déjà eu des blagues après 3-4 ans de voir qu'un médicament finalement était toxique. Toxique sur une longue période. Même si on fait la toxicité chronique, le fait de le voir sur un grand nombre de personnes pendant plusieurs années, on a un autre recul, vous comprenez? Et après 10 ans, là on est plus rassuré. Donc le médicament est connu à ce moment-là. Mais évidemment, la pharmacovigilance ne s'arrête entre guillemets jamais, parce que vous pouvez avoir après 15 ans des médicaments qui sont retirés sur le marché. Mais généralement, on considère que la pharmacovigilance, c'est 10 ans. Donc le brevet expire après 10 ans. Parfois, on peut le prolonger. Ça, c'est de l'administratif. Mais 10 ans après son autorisation en marché, le brevet expire. Donc, si je vous mets dans un QCM, le brevet expire 20 ans après l'autorisation mise sur le marché, c'est faux. C'est 10 ans après l'autorisation de mise sur le marché. Si je vous dis que la pharmacovigilance, c'est 20 ans après, non, voilà, vous comprenez dans l'histoire du QCM, c'est vraiment avoir ce schéma en tête. Et dans les petites vidéos, elles aident aussi pas mal. Donc vous avez le même schéma, c'est exactement la même chose. Donc comme je vous ai dit, ce sont des dates indicatives. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a 10 ans de recherche, quelques mois, quelques années de procédure administrative, et que c'est 10 ans après l'autorisation de mise sur le marché que le brevet tombe dans le domaine public. Voire on peut, dans certaines conditions, le prolonger de 5 ans. Pharmacovigilance, ici vous voyez, une fois qu'il est mis sur le marché, vous avez donc toute une période de surveillance. Mais sinon, voilà, comme on a vu l'exemple avec le Covid, avec le vaccin, les échéances pour la recherche étaient plus courtes. Je vous ai expliqué parce qu'il y avait d'autres vaccins qui existaient. Donc, à l'issue de cette procédure, vous avez une autorisation de mise sur le marché. Donc, ces autorisations de vente, autorisations de mise sur le marché, il faut passer vraiment une réglementation très, très, très sévère de la FMPS. Donc, le but, si je vous demande par exemple à l'évaluation, quel est le but de l'autorisation de mise sur le marché? Le but, c'est d'évaluer la qualité, la sécurité et l'efficacité de chaque médicament. Ça, c'est le but ultime de l'autorisation de mise sur le marché. C'est vraiment garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité de chaque médicament. Une fois que c'est jugé opportun, que qui remplit toutes les cases du dossier, il peut être vendu en pharmacie et un numéro d'autorisation est octroyé. Donc, cette autorisation de mise sur le marché, on appelle ça un enregistrement. Vous avez déjà entendu. Donc, un enregistrement, c'est le grand terme. Mais il y a deux catégories dans ces autorisations de mise sur le marché. Il y a des autorisations de mise sur le marché complètes et il y a des enregistrements simplifiés.
Alors pourquoi il y a des autorisations de mise sur le marché complètes et pourquoi il y a des enregistrements simplifiés? Parce que vous avez deux catégories. Donc on est tous d'accord qu'un médicament, comme en répond la définition, c'est une autorisation de mise sur le marché complète. Donc vous avez toute la période dont je vous ai expliqué avec le tableau avant d'avoir cette AMM. Mais vous avez d'autres médicaments, enfin d'autres produits vendus en pharmacie qui sont beaucoup moins dangereux entre guillemets, ou mieux connus, ou plus simples. Ce sont par exemple les médicaments homéopathiques. Alors, petit mot de l'homéopathie. Je ne vais pas faire un cours dessus, mais ce que vous pouvez noter, vous pouvez vous renseigner, il y a des vidéos sur YouTube, il y a tout sur Internet. L'homéopathie, en fait, c'est un médicament ultra dilué. C'est dilué, vraiment, vous avez c'est dilué, c'est une goutte par exemple dans 1 litre. On reprend une goutte dans 1 litre qu'on redilue. On reprend une goutte dans 1 litre qu'on redilue. Donc c'est un médicament qui est dilué des milliers de fois. Donc on prend quoi? On prend des teintures mères. Tout le monde sait ce que c'est une teinture mère. Je prends une goutte de teinture mère, par exemple, d'arnica. Je la mets dans 1 litre d'eau. Je mélange. Je prends une goutte de ce litre d'eau que je mets dans un autre litre d'eau. Vous voyez la dilution, c'est 1 sur 1000. Je reprends 1 sur 1000 que je dilue sur 1 sur 1000. Donc c'est 10 exposant 6. Et je reprends une goutte que je remets dans 1 litre d'eau. 10 exposant 9. Et vous voyez le bazar. Vous allez me dire, mais il n'y a plus rien. Vous croyez qu'il n'y a plus rien. Certains peuvent dire qu'il n'y a plus rien. Certains disent qu'il y a la trace de la molécule dans l'eau. Donc c'est une forme énergétique. On est quasiment dans la physique quantique. Donc la physique des molécules. Donc par exemple, quand vous avez un titre de 15 CH, il a été dilué 15 fois. D'accord? L'homéopathie s'explique en... Les unités, c'est des CH ou c'est des K. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est vraiment toute une autre science. Peut-être que Monsieur Jarroud le faisait à l'époque, on peut toujours... Normalement, il y a une visite qui sera prévue à Boiron. C'est une industrie, une petite industrie qui ici à Bruxelles, à Evere, qui fait des médicaments homéopathiques. On ira normalement, voilà, on va essayer de trouver un moment dans l'année pour aller quand même voir. C'est une visite que je fais habituellement. Il y a des années où ça saute, malheureusement avec le Covid. Je pense que l'année passée on l'a fait, je ne sais plus, ou il y a 2 ans. Et vous allez pouvoir avoir de meilleures explications. En tout cas, les produits homéopathiques sont quand même un peu à la mode. Est-ce que ça marche ou pas? Ça, voilà, c'est une question assez difficile. Mais il y a beaucoup de gens qui se soignent à l'homéopathie. Donc, vous voyez bien que c'est tellement dilué que ça ne peut pas tuer quelqu'un. Donc, ces médicaments homéopathiques et certains médicaments à base de plantes, je dis bien certains médicaments à base de plantes, ont un enregistrement simplifié. Pourquoi je dis certains? Parce que vous allez voir, il y a des médicaments à base de plantes qui sont considérés comme médicaments et il y a certains médicaments à base de plantes qui sont considérés comme compléments alimentaires. Donc ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc retenez ceci. Un médicament peut avoir une procédure complète. Ce sont les médicaments. Donc c'est des autorisations de mise sur le marché. Et certains produits ont des procédures simplifiées. Qu'est-ce que c'est? C'est certaines plantes, certains compléments alimentaires, les vitamines, les minéraux, certains, et des médicaments homéopathiques, certains. Mais le médicament, il existe des médicaments homéopathiques qui sont enregistrés dans les procédures complètes. Ça, c'est vraiment la nuance que je vais essayer de vous expliquer. Donc, je commence simplement en vous expliquant ici l'autorisation de mise sur le marché. Elle apparaît sur la boîte de l'emballage. Donc, regardez. Quand c'est un médicament, vous avez ce genre de nomenclature. Par exemple, BE pour Belgique et puis un long chiffre. Vous pouvez avoir des médicaments français FR, machin. LUX, Luxembourg. Voilà, ça ressemble souvent à ça. Vous avez souvent BE, vous avez EU aussi pour Europe. Le nombre de chiffres ne compte pas. Puis vous avez ceci.
et vous avez marqué NUT, N-U-T. Alors notez bien, NUT, ça veut dire nutriment. Un nutriment. Donc un nutriment, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient compléter l'alimentation. Donc c'est pas un médicament, c'est un nutriment. Donc un nutriment, est-ce que c'est procédure complète ou simplifiée à votre avis? Nutriment, c'est une procédure simplifiée. Donc quand vous voyez un code NUT, peu importe le nombre de chiffres, il s'agit d'une procédure simplifiée. Quand vous voyez BE machin bidule, c'est une procédure complète. Donc ça, vous devez pouvoir déterminer sur la boîte. Quand vous êtes en stage, jetez déjà un coup d'œil dessus. Prenons par exemple le daflon. Le daflon, vous allez dire, ah mais c'est à base de plantes. Donc c'est simplifié. Non, c'est à base de plantes, oui, mais ce n'est pas simplifié. C'est à base de plantes. La plante est pas mal dosée. Il peut y avoir pas mal d'effets indésirables. Je rappelle, c'est la diosmine. Vous avez BE machin. Donc c'est un médicament. Alors notez bien ce que je vais vous dire. C'est très important ce que je vais dire maintenant. Une astuce pour vous pour savoir si c'est un médicament ou un complément alimentaire nutriment, pour savoir si c'est une AMM complète ou simplifiée, c'est se poser la question suivante. Est-ce que le médicament se trouve dans le CBIP? Quand il se trouve dans le CBIP, le RCM, le répertoire commenté des médicaments, faut savoir que cette année, il est plus imprimé, tout est sur Internet. Donc, quand il est dans la base de données sur Internet ou dans votre application ou dans le répertoire commenté, c'est qu'il a une autorisation de mise sur le marché. Si il n'est pas considéré comme médicament, et vous ne le trouverez pas dans le CBIP. Je vous montre un exemple un peu plus loin. Voilà, on peut le mettre ici. Si ce n'a pas changé depuis l'époque, qu'est-ce que j'avais pris comme... Oui, j'avais pris ici, par exemple, attendez. J'ai pas changé mon cours depuis 2-3 ans. On va voir si c'est la même chose. Prenons par exemple prenons la relaxine. Vous voyez, la relaxine, c'est BE avec un chiffre. Donc relaxine, tout le monde sait, c'est un médicament à base de valériane. Extrait hydroalcoolique de valériane. Hein. Si par exemple maintenant je vous dis arcogélule valériane ou phytostandard valériane extrait sec, vous allez directement pouvoir savoir me dire que Arco n'est pas un médicament parce qu'il n'apparaît pas dans le CBIP. Donc le fait qu'un médicament apparaisse dans le CBIP, même si le PA des deux spécialités Arco, il y a de la valériane aussi, relaxine, il y a de la valériane aussi, mais l'un n'est pas aussi concentré que l'autre. Donc Arco, eux, ils n'ont pas dû faire des études de marché, ils n'ont pas dû faire des tests, ils n'ont pas dû faire tout le blabla, ils ont fait un truc simplifié. Donc les dossiers simplifiés, c'est pas les 10 ans que je vous ai dit, c'est pas les 2-3 années d'administratif, etc. Hein. Donc c'est quelques mois, voire 1 an ou 2, et à ce moment-là, c'est enregistré.